Yann Kerlo, je suis très heureux de vous revoir par le biais de Zoom, de ces écrans interposés auxquels nous sommes maintenant habitués depuis la pandémie et depuis les confinements auxquels nous avons été contraints. L'occasion nous est donnée d'évoquer le dernier livre en date que vous publiez, une biographie parue chez Albin Michel, qui est votre éditeur de référence, Léon Battista Alberti, le magicien de la Renaissance. Alors, première question, première impression. Vous avez évoqué plusieurs figures historiques dans votre œuvre, dans votre bibliographie. Cromwell, pour ne citer que quelques-uns, Cromwell, les Agacans, Christine de Suède, l'insoumise Jeanne la Folle, la mère de Charles Quint. Alors, et Pierre Berger, pour citer une autre figure contemporaine mais historique. Alors, hormis vous, quel est à vos yeux le point commun, ou plutôt le fil qui relierait ces personnages, ces personnalités auxquelles vous avez consacré des livres? En fait, ils ont tous eu des destinées tout à fait extraordinaires. Que ce soit la reine Christine de Suède, qui tout d'un coup passe de la religion protestante à celle du catholicisme, et ça va aussi être accompagné de son départ de la Suède, qui est absolument stupéfiant. Elle sera accueillie d'abord par la Belgique, où elle va rester près de 10 mois, et ensuite à peu près pendant un an pour atteindre Rome, où elle va être accueillie, mais comme une reine inimaginable qui tout d'un coup perd son empire et choisit de venir vivre en Italie. Voilà, donc ça c'est l'exemple d'un premier destin, et les autres, ceux que vous avez cités, qu'il s'agisse des Agacans ou bien de Jeanne de Castille, fille des rois catholiques, là aussi, ce sont des destins qui étaient totalement imprévisibles dans leur violence. Et la même chose pour Pierre Berger, à un degré qui est différent puisqu'il s'agissait d'un empire de la mode créé à côté d'Yves Saint-Laurent. Là aussi, ce sont des destinées hors du commun. Et dans le cas de Léon Battista Alberti, mon héros, si je puis dire, euh, ce qui est très frappant, c'est qu'il vient d'une famille qui était tout à fait illustre au XIVe siècle. Lui est né au début du XVe siècle, en 1404, et il arrive dans une famille qui n'est plus du tout ce qu'elle était, puisque en 1381, elle a été bannie. Alors, pour lui qui était à Gênes, lors de sa naissance, ça ne va évoquer quelque chose, ce bannissement, qu'à une date supérieure, qui est la date de 1421, où tout d'un coup, il va, à la mort de son père, apprendre quelque chose qui le stupéfie. Il est un fils illégitime. Et c'est Alors, à tel point. je vais vous interrompre ici pour qu'on ne fasse pas, on ne va pas faire dans cette interview la biographie que vous avez magistralement écrite, mais peut-être identifier des points qui peut-être précisent votre démarche par rapport à l'écriture de biographie, celle de Léon Battista Alberti, mais j'aimerais revenir un peu sur deux titres précédents, L'échiquier de la reine et l'Insoumise, pour vous poser la question suivante. Dans le cas de ces deux livres, L'échiquier de la reine consacré à Christine de Suède et L'Insoumise consacrée à Jeanne la Folle, vous avez adopté la forme romanesque. Vous avez réécrit un roman à partir de ce que vous saviez de leur histoire, de ce que vous avez appris de leur histoire. Alors, ce n'est pas le cas ici. Vous avez fait une biographie plus classique, plus un essai qu'un roman. J'aimerais savoir quelle est, selon vous, la forme de liberté, aussi paradoxale que ça puisse paraître, que donne la forme romanesque par rapport à l'essai traditionnel. C'est tout à fait différent là, parce que en fait, c'est vraiment l'histoire de Léon Battista Alberti, sans avoir création d'autres personnages qui pourraient ne pas avoir existé. Ça a été le cas. Il y a eu un ou deux personnages dans l'échiquier de la reine avec Christine de Suède. Donc là, c'est totalement différent, puisqu'il ne s'agit pas du tout de faire un roman avec quelque chose d'historique, bien entendu, comme base. Là, c'est quelque chose qui est fondamentalement la biographie d'un homme
qui a été tout à fait extraordinaire sur le plan de sa créativité. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a terriblement intéressé et marqué. Qu'est-ce? Eh bien, tout simplement que Léon Battista Alberti a eu une destinée une destinée qui a été, comment vous dire, très séparée brusquement avec des éléments que nous n'attendions pas, moi en tant qu'écrivain et en tant que lecteur de ses œuvres, j'ai dû faire face à quelqu'un dont les divers chemins de route pouvaient aller d'une chose à son contraire, de ce contraire à un nouvel avenir, de ce nouvel avenir à peut-être un danger, etc., etc. Et donc, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à la fois son côté moderne, il n'y a pas d'autre chose à dire, et qui était en même temps une manière de traverser ce 15e siècle avec de grands périls. Je vous dirai pourquoi si vous le souhaitez. Alors, on découvre dans votre livre l'approche que vous avez eue du personnage. D'une part, vous avez choisi de traiter Léon Battista Alberti parce que des amis avaient attiré votre attention en vous disant, tiens, mais Yann, regardez, voici un personnage qui peut-être vous ressemble, qui peut-être pourrait vous coïncider, vous correspondre et à qui vous devriez vous intéresser. Et puis, vous êtes entré dans la phase de recherche à découvrir, je crois, 40 ou 45 volumes d'essais et d'autres livres aussi d'ailleurs de Léon Battista qui vous ont littéralement absorbé pendant plusieurs années. Ça a duré effectivement 2 ans et demi, ce qui est énorme pour moi, mais en même temps, si vous voulez, avec une compréhension de l'humanité, parce que l'humanité, c'est très bien de dire cela. Un humaniste, c'est facile de dire ça. La réalité est souvent très différente de ce que les Français estiment. Quand on vous parle de l'humanisme italien, ou sans dire simplement l'humanisme, nous avons une idée un petit peu, on pourrait dire bleu et rose, parce que, bon, nous avons une vision de cette période, 15e, 16e et jusqu'au 17e siècle, comme 3 siècles qui se suivent et qui ont, je ne peux pas dire de révolution, mais plutôt d'évolution extraordinaire sur le plan des arts, qu'il s'agisse de la peinture, de la sculpture, du chant, de la musique, des mathématiques aussi, et du nombre de savants qui vont tout d'un coup surgir à côté de Léon Battista Alberti. Alors, Alors, vous avez évoqué quelques-unes des compétences, ou plutôt des centres d'intérêt d'un humaniste, et en particulier Léon Battista Allier fait partie de cela. Alors, dans ces livres, lorsqu'on regarde la bibliographie des livres qu'il a publiés et auxquels vous êtes intéressé, finalement, on trouve là la structure du récit que vous nous faites de la biographie d'Alberti. Et alors, j'aimerais qu'on évoque quelques-uns des livres qui moi, m'ont frappé et surtout que vous m'avez donné envie, comme à vos lecteurs, de lire et de découvrir. Le premier, c'est qui est peut-être celui qui permet de faire le lien, parce que vous aimez beaucoup utiliser le mot pont, de créer des ponts entre les différentes disciplines, de créer des ponts entre les époques, de montrer la modernité d'Alberti. Et alors, un des éléments que j'aimerais évoquer avec vous, c'est De Componendis Cifris, qui est en fait le premier traité de cryptologie. Alors, est-ce que à partir de l'intérêt que Battista a développé à l'égard de la cryptologie, vous pouvez nous en dire davantage sur les raisons qui l'ont amené à s'intéresser à cela? alors, je crois d'abord que le mot cryptologie, pour beaucoup de Français en tout cas, et peut-être de Belges, je ne sais pas, les gens ne savent pas très bien ce que c'est. Je pense qu'il faut peut-être dire d'abord que c'est l'utilité des chiffres et des lettres pour faire des messages qui ont une particularité, qui ne pourront être lus que par le destinataire. Et dans le cadre de Léon Battista Alberti, qui a commencé à faire cela au moment où il était choisi comme abréviateur apostolique, ça veut dire simplement être capable de faire pour le pape qui règne à ce moment-là des messages extraordinairement secrets adressés à des amis, ça peut être des souverains pontifes ou des cardinaux
ou bien des hommes politiques, et là, assurer le total secret de ce message. Et ce qui va être, alors cette cryptologie, elle a été lancée avant même l'Antiquité gréco-romaine, elle existait déjà, et c'était une question de sécurité absolue et de secret absolu, compte tenu de l'importance des messages délivrés. Alors, dans le cas de Léon Battista Alberti, on a de manière à peu près constante, dans ses réactions au cours des années qui vont le conduire jusqu'à son décès en 1472, il va être à la curie romaine. Il faut d'abord savoir que la base de ses connaissances est un savoir exceptionnel, puisqu'il est vraiment dans tous les domaines. Il est passionné par les mathématiques, il est passionné par une chose aussi banale à cette époque, l'équitation. Il est devenu un cavalier tout à fait extraordinaire. Il est aussi un nageur, c'est un très grand sportif. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir une couverture de livre avec sa position, c'est-à-dire l'homme tel qu'il est, dans son habit, et en même temps, il dégage une véritable puissance. Il est très grand d'abord, il dépasse 1,80 m largement, ce qui à l'époque est tout à fait une exception. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que en même temps qu'une grande diversité dans les sujets qu'il va traiter, il va lui les classer par des traités. Qu'est-ce que c'est qu'un traité? Il va nous donner un exemple avec le livre assez court qui s'appelle de la perspective, pardon, de la des peinture. peintures, de la peinture. Ou d'ailleurs, il Euh, décrit les principes de la perspective, Oui. de l'art Alors de là la vue. aussi, Oui. là aussi, si vous voulez, ce livre qui fait une centaine de pages, il a une très grande précision. Et moi, je voudrais aussi revenir sur quelque chose qui n'est pas exact. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, c'est lui qui a trouvé la perspective. C'est faux. Elle a été trouvée par Brunelleschi, qui le précédait, et il a toujours essayé d'entretenir des liens amicaux. Il ne l'était pas complètement, parce qu'il y a toujours une rivalité quand quelqu'un dit c'est moi qui ai trouvé cela, et Brunelleschi pouvait le dire haut et fort. Et ensuite, euh, j'ai envie de dire, même si j'aime beaucoup Léon Battista Alberti, il a été très intéressé par ce jeu de la perspective qui change complètement un tableau. Pourquoi? Parce que jusque-là, sous la féodalité et jusqu'à Brunelleschi, quand on faisait une grande toile avec un certain nombre de personnages, il fallait que les personnages soient antérieurement, ils se tenaient radicalement droits, et s'ils étaient par exemple très loin des premiers qui étaient représentés dans cette toile, ils se trouvaient peut-être à même 20 mètres, 30 mètres, on avait toujours l'impression qu'ils étaient juste derrière eux et totalement immobiles. Et là, on va donner tout d'un coup un mouvement à la peinture. C'est-à-dire, on va avoir l'impression de se placer devant une toile et tout d'un coup, elle fait apparaître des personnages différents, celui qui souffre, celui qui est aimé, celui qui est en grand danger tout d'un coup. Et c'est une nouvelle peinture, un nouvel art qui va être créé. Et on en aura bien sûr de grands exemples avec des gens comme Malatesta, comme Michel-Ange évidemment, et comme bien d'autres ultérieurement. Je pense à Jérôme Bosch et à tous ces gens-là. Voilà. À propos de Gentileschi, Artemisia Gentileschi, vous montrez il y a un ensemble de reproductions iconographiques dans le livre, et vous montrez notamment Judith décapitant Holoferne, qui est un tableau sidérant qui permet aussi de mettre en évidence la justesse des propos de Battista lorsqu'il évoque la manière dont il faut peindre un corps et l'importance de savoir peindre un corps, y compris lorsqu'on ne fait pas un nu, y compris pour le revêtir par la suite. Mais, cher Jean, vous savez l'importance que j'attache à la peinture, puisque moi aussi je suis comme beaucoup de gens un peu un collectionneur de tableaux, et surtout ces tableaux de toute cette période qui sont simplement époustouflants par leur talent, leur précision et l'émotion qui se dégage d'eux. Et là aussi, si vous voulez, moi je perçois Léon Battista Alberti comme un homme qui est à la fois sur deux terrains. Il est à la fois un très grand créateur. Pourquoi, par exemple, quand il écrit L'art d'édifier, qui va être un livre très important, majeur même, et moi, incontestablement, le chef-d'œuvre de tout ce qu'il a écrit. C'est mon préféré, cet art d'édifier. Pourquoi? Parce que là, il va vraiment être
aux yeux des souverains pontifes, quelqu'un qui peut présenter comment on construit une ville, comment on construit aussi une manière de gouverner, ne pas être en danger quand c'est le cas des souverains pontifes, et aussi changer dans l'esprit, et là je dis des Français spécifiquement, que quand on parle de l'humanisme, on ne fait pas attention alors que c'est un temps de guerre permanente. Des guerres entre, on va dire, le duché de Milan, le royaume de Naples. Par exemple, tout d'un coup, les rois français, et je pense à Léon XII et puis à d'autres, tout d'un coup vont dire mais attention, là le royaume de Naples, c'est aux Valois, c'est aux Orléans, aux grandes familles françaises de l'époque. Et ce don qu'a Léon Battista Alberti, c'est aussi pour moi, et de manière mais constante, de pouvoir traverser le temps comme il le fait. Et quand il va se présenter chez les différents papes qu'il connaîtra, il va se présenter comme quelqu'un qui, au lieu de dire je vais vous créer quelque chose d'extraordinaire sur le plan, par exemple, de la basilique Saint-Pierre de Rome, il ne va pas faire ça. Il va dire, Monseigneur, écoutez, je dois vous dire tout de suite que la chose qui me paraît la plus dangereuse, c'est évidemment de vous lancer dans des travaux considérables pour la basilique Saint-Pierre de Rome, alors que vous n'avez pas les fonds suffisants pour dépenser autant. Donc d'un côté, il présente son projet, mais en même temps, il dit attention, parce que là, vous allez faire dépasser complètement le budget et vous aurez de très gros ennuis. Et là aussi, si vous voulez, dans cette honnêteté, il y a quelque chose qui me plaît énormément, parce qu'il ne ment pas. Ce n'est pas un homme de mensonge. C'est un homme qui a tout d'un coup reçu en pleine figure le fait qu'il n'était pas lié à cette famille. Et donc, il va devoir là montrer son caractère de diplomate, là, pour être un très grand ambassadeur pour le royaume de Naples, pour un autre royaume, ou pour Mantoue et la famille d'Est. Et là aussi, vous savez, toutes ces familles, toutes célèbres, reviennent, les Médicis, bien sûr, les Colonna, les Est, etc., qui ont eu des héritiers jusqu'à il y a bien peu de temps. Voilà. Alors, Et donc, le fait que Léon Battista Alberti ait découvert qu'il était un bâtard à l'âge de 19 ou 20 ans a peut-être finalement, et je pense que vous le laissez entendre, été un déclencheur peut-être de sa personnalité et de la manière qu'il a eu de devoir s'inscrire dans une société qui, d'une certaine manière, l'avait rejeté. oui, c'est vrai. Alors, il a été, en fait, c'est à la mort de son père en 1421 qu'il a été tout d'un coup brutalisé, giflé, et c'est une gifle qui est éternelle parce qu'elle va aller évidemment jusqu'à sa mort et ensuite au-delà, parce que dans les petites fiches comme ça que l'on vous met dans des Wikipédia ou autre chose, il y a toujours banni le, etc. Parce que, bon, on a déjà expliqué pourquoi, puisque en fait, sa véritable mère est morte 6 ans après l'avoir mis au monde et elle est morte de la peste noire. Elle était donc une femme qui a été très belle, semble-t-il, d'après ce que l'on en dit, mais on en disait très peu de choses, parce qu'à partir du moment où vous êtes banni, on ne s'occupe pas de savoir si c'était une femme de la haute société ou une femme du peuple. Bon, elle était très belle, c'est tout ce que lui demandait donc le père de Léon Battista Alberti. Alors, revenons, si vous voulez, un petit peu à ce que j'ai dit à propos de l'art d'édifier. Je voudrais ajouter aussi quelque chose qui est évidemment très important. C'est tout d'un coup l'opposé absolu de Léon Battista Alberti sur le plan des, on va dire, des écrits et des œuvres qui seront les siennes. Il a écrit 45 œuvres qui ont été successivement traduites. Les premières ont été traduites en 1512, puisque ce sont des écrits en latin, ce qui est renversant. C'est-à-dire que quand on voit la complexité des traités et la complexité d'un roman qui s'appelle Momus ou le Prince, alors Momus ou le Prince, c'est justement l'audace extravagante de Léon Battista Alberti qui ose décrire des personnages qui ne pouvaient être que détestés par la curie romaine. Vous le comparez d'ailleurs à Swift et Orwell pour en dire la modernité. En tout cas, ce qui vous a frappé dans ce livre Momus de modernité, c'était assez étonnant dans la description que vous faites de la vie de Battista.
Parce que, en fait, si vous voulez, tout d'un coup, il s'empare d'un personnage qui devrait normalement aimer les dieux, Jupiter, Neptune, etc. Donc, on est dans un passé beaucoup plus ancien, et tout d'un coup, on a quand même une fonction absolument majeure au sein de la curie romaine, et donc, il ose dire dans Momus que, par exemple, bien des messieurs qui sont à Rome et qui ont des fonctions très importantes sont indignes de tout ce qu'ils font, puisqu'ils n'ont aucune particularité et ils se méfient beaucoup des uns et des autres, quand bien même ils seraient dans des fonctions religieuses. Osez le dire, c'est quand même quelque chose d'inimaginable à l'époque. Et s'il y avait eu Navarro à ce moment-là, il eût été en grand danger, me semble-t-il, voire mis à mort. Et donc, dans, dans ce regret qu'il a eu de manière constante de ne pas être publié, il faut là aussi que nous nous mettions à sa place. Vous êtes écrivain, je le suis également. Bon, tout d'un coup, si nos livres ne sont pas publiés, on n'endort plus la nuit ni le jour et on ne comprend pas l'injustice. Donc, si nos livres sont corrects et ont été déjà imprimés, pourquoi tout d'un coup on s'arrêterait? Parce que qu'a-t-on fait? On a insulté quelqu'un, etc. Et donc, le diplomate qui est en lui, c'est une sorte de poisson comme ça qui navigue entre ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, et puis tout de même les œuvres qui sont les siennes. Mais là, autant il a été blessé par le fait de ne pas être imprimé de son vivant, autant ça lui a donné une chance extrême de pouvoir être publié non seulement en 1512, mais ensuite en France, quand tout d'un coup, l'un de nos plus grands romanciers français, Honoré de Balzac, a parlé de Léon Battista Alberti pour dire mais c'était un homme extraordinaire et vous les Français sous Napoléon III, il faut absolument que vous publiiez ces livres, que vous parliez de lui et que l'on fasse comprendre à la France qu'ils ont eu là un créateur, mais qui était aussi aventureux que le Caravage ou bien Michel-Ange. Et donc Michel-Ange, dont on apprend tout ça dans le même humanisme, qu'il était un grand poète, c'était aussi un homme d'une violence exceptionnelle, parce qu'il avait lui-même été tabassé, c'est pas un mot très correct, mais prenons-le, malgré tout, eh bien il a eu le nez complètement écrasé par quelqu'un qui avait sauté sur lui, sauté sur Michel-Ange, donc pensant qu'il était en train de copier quelqu'un d'autre. Il lui a dit comme ça t'empêchera de continuer tes imbécilités et aussi ton goût de copier les autres. Et évidemment, Michel-Ange en sera fou furieux et il ne manquera pas ultérieurement, et on le voit dans le livre du Caravage, pardon, excusez-moi, dans le film Le Caravage qui vient de sortir, que cette violence des peintres était tout à fait quelque chose qui n'était pas unique, puisque le Caravage le sera et Michel-Ange également. En revenant à Battista Alberti, écrivain, et au fait qu'il n'ait pas été publié, est-ce que, comme on dit à toute chose, malheur est bon, est-ce que ce n'est pas ce qui lui a permis de réécrire ses livres, de les recorriger sans cesse? Je prends l'exemple de Propos de table, dont j'aimerais que vous nous parliez, parce que c'est un titre étonnant pour un livre qu'on n'attendrait pas de quelqu'un comme Alberti. Il a mis 15 ans à le finir, de 1424 à 1439, 15 ans sur un livre. Pourquoi? Et est-ce que c'est une chance qu'il a eu de ne pas être publié et de pouvoir les réécrire? Alors, c'est d'abord lié à son goût de la perfection. Il avait le goût de la perfection picturale, première chose, mais il avait aussi sur le plan littéraire une, un besoin absolu tous les 10 ans, c'était très régulier, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, à chaque fois, il faisait une relecture complète de deux, trois, un traité ou deux, ensuite quelque chose qui était en cours, et il va continuer à publier de cette, enfin pardon, à, à écrire de Écrire. cette façon jusqu'à ce qu'il soit absolument certain que là, on est arrivé au terme du livre. Et à chaque fois, c'est très curieux parce que à partir du moment où dans les années qui vont être très difficiles pour lui, ce sera 1450, 1460, où là, avec Pie II, avec différents papes, ces rapports vont être très difficiles. Pourquoi? Parce que ces messieurs des États pontificaux ont successivement
envie de considérer que peut-être est-il un peu démodé déjà. Bon, est-il réellement pour nous? Ils ont quelques doutes. Et puis, il y a quand même des bruits qui ont couru, disant que maintenant, Léon Battista Alberti, bon, d'accord, un architecte, oui, oui, mais il y a aussi beaucoup d'architectes qui sont poussés non seulement par les colonna, mais aussi par une famille qui était beaucoup plus récente, les Rucellai, des gens qui sont multimillionnaires ou milliardaires, le dirait-on aujourd'hui, étaient très riches et ont voulu là aussi avoir des basiliques, des palais, etc. Ils ont commencé par confier les chantiers à Alberti, puis Alberti, en 1472, a disparu et est mort, et beaucoup de choses qui lui avaient été confiées par les Rucellai ou même par les Est ont été terminées 20 ou 30 ans après la mort d'Alberti. Donc là aussi, si vous voulez, il est un ami de la durée, mais même quand cette durée est extravagante puisque ce n'est plus lui, on a toujours l'impression que, et ce sera terriblement vrai avec l'entrée dans le bal, pourrais-je dire, d'Honoré de Balzac, il va avoir tout d'un coup la chance d'émouvoir d'autres peintres, et en particulier des peintres du 19e siècle français. Et là, si vous voulez, je ne peux pas m'empêcher de penser à des peintres. J'en ai mis un ou deux sur les 25 pages qui m'ont été acceptées par mon éditeur, puisque je voulais mettre des choses différentes, et pas seulement Alberti, mais d'autres peintres qui ont porté sa manière d'être et de voir sur les peintures. Et ça va faire, par exemple, un Cézanne qui lui-même va ouvrir la porte tout grand à Pablo Picasso, qui sera incontestablement le plus grand peintre du XXe siècle. Voilà. Et je ne sais pas si ça répond complètement à votre conversation. Ça n'est pas grave. Dans le cas de cet entretien, les questions, contrairement en philosophie, les questions sont moins importantes que les réponses, quelle qu'ait été la question. Mais malheureusement, nous arrivons bientôt au terme du temps qui nous est imparti. Alors, j'ai une dernière question qui est une question vraiment, vraiment ouverte. Après avoir consacré 2 ans et demi de travail, de lecture, de réflexion et d'écriture à Léon Battista Alberti, est-ce qu'il y a aujourd'hui un élément en particulier sur lequel vous aimeriez attirer l'attention du lecteur du 21e siècle, français, puisque le livre n'a pas encore été traduit, francophone en tout cas, puisque le livre n'a pas encore été traduit dans d'autres langues? Est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous aimeriez attirer l'attention de celles et ceux qui nous écoutent pour bien leur dire combien une personnalité comme Battista Alberti peut être encore contemporaine, peut être de nos jours, nous apprendre encore aujourd'hui une manière de voir le monde? Écoutez, il a fait une chose extraordinaire qui était, on l'a vu ressurgir pendant la Seconde Guerre mondiale, pour une raison extravagante qui est que tout d'un coup, alors que la France était sous la menace des nazis et de choses épouvantables qui se sont passées dans cette Seconde Guerre mondiale, quelqu'un a eu l'idée géniale de prendre euh, l'un des, un élément de la cryptologie qui était la sienne pour Ouais. dire, pour permettre à la France de contacter l'Angleterre, de contacter les États-Unis pour avoir son appui, car ce n'est pas grâce à la France que nous avons gagné, mais grâce aux États-Unis, cette Seconde Guerre mondiale. Et grâce évidemment aussi à l'Angleterre. Et donc, ce qui me paraît dominateur dans toute l'œuvre de Léon Battista Alberti, c'est son optimisme extraordinaire et son bonheur de vivre. Et c'est une chose dont nous avons besoin en ce 21e siècle qui est si difficile, qui s'annonce si difficile. Yann Kerlo, je vous remercie pour cet entretien, mais aussi pour ces 2 années et demie que vous avez consacrées aux magiciens de la Renaissance et qui nous donne un livre qui est un plaisir de lecture, mais qui en plus est, comme beaucoup de vos livres, une sorte de bibliothèque en soi, qui nous invite à aller lire les livres dont il est question, à aller lire Battista, évidemment, si tant est que le temps nous soit donné pour se plonger dans des œuvres aussi différentes, mais aussi d'autres comme Balzac, qu'on pourrait relire sur ces propos-là, mais aussi Michelet qui a été un de ceux qui a enthousiasmé, qui s'est enthousiasmé pour les œuvres de Battista. Alors pour tout cela, pour le livre, pour Battista, pour la bibliothèque, merci Yann Kerlo.